Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'À chaque instant. Comme le mois dernier où j'avais eu la grande chance de m'entretenir avec le docteur Eliana Alonso, je vous propose à nouveau aujourd'hui de découvrir l'interview d'un expert. Il s'agit de Vincent Landreau, psychologue depuis 25 ans. Ensemble, nous avons parlé des nombreuses difficultés rencontrées par les aidants au quotidien, notamment lorsque leur proche est atteint par la maladie d'Alzheimer, et des solutions qui existent pour les soutenir dans leur rôle. Je suis Emmanuelle Mioux, vous écoutez le 6e épisode d'À chaque instant, un podcast produit par AG2R La Mondiale. Vincent, est-ce qu'en introduction de cet échange, je peux vous demander de vous présenter en quelques mots ? Bien sûr. Mon métier à moi, il consiste à rencontrer les gens et à essayer de les aider à y voir un peu plus clair dans leurs difficultés morales, psychiques. C'est les aider à pouvoir mettre les bons mots sur ce qu'ils vivent, à se poser les bonnes questions et à les accompagner, bien sûr. Et auprès de quel public exercez-vous ? Alors, j'exerce auprès des adultes. J'ai un cabinet où je reçois des patients tout venant, mais j'ai choisi très vite, très tôt, deux publics que je considérais un petit peu délaissés par la psychanalyse, que je suis en même temps analyste, à savoir les personnes âgées et les personnes en soins palliatifs. Et ce sont des gens qui, naturellement, ne peuvent pas venir à mon cabinet. Donc, j'ai choisi d'aller les rencontrer à leur domicile pour pouvoir les aider. Alors, c'est un public soit très âgé, plus ou moins désorienté, ça dépend. Du coup, il y a une façon différente de les aborder. Et puis, un public qui peut être beaucoup plus jeune. Là, je pense plus au public des personnes en soins palliatifs. Et puis, naturellement, en rencontrant ces deux populations, j'ai été amené à rencontrer tous les gens qui gravitent autour. Donc, j'ai d'abord commencé avec les bénévoles, des bénévoles en soins palliatifs, des bénévoles qui accompagnent des personnes en deuil. Et puis ensuite, beaucoup auprès des soignants, dans les hôpitaux, dans des services qui sont un peu liés à ces deux populations. Donc, c'est en gériatrie, en cancérologie, en soins palliatifs, en infectiologie, en lympho, en nutrition, enfin voilà, dans un petit peu tous ces domaines. Et le but est vraiment d'accompagner les soignants et de leur permettre de pouvoir exprimer ce qu'ils vivent. Et puis naturellement, j'ai été amené à rencontrer aussi tous les proches, tout ce qu'on appelle les aidants, parce que c'est un public qui accompagne énormément et qui souffre, et que quand j'ai démarré ça il y a un peu plus de 15 ans, ce qu'on appelait à l'époque des groupes d'aide aux aidants, on avait mesuré que 60% des aidants mouraient avant la personne aidée. Donc on s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire, et là je suis rentré dans un champ passionnant parce que c'était de pouvoir accompagner ces personnes et de pouvoir les aider à mieux vivre et mieux comprendre leurs proches. Que ce soit avec vos patients aidés ou avec vos patients aidants, quel type de besoin expriment-ils le plus souvent ? Le plus souvent, ce qu'ils vont exprimer, c'est le besoin d'être accompagnés, d'être reconnus. Et surtout, ce qui les fait souffrir, et pour l'un et pour l'autre, c'est l'impression qu'ils ne peuvent plus communiquer entre eux. Et tout mon travail, il va être justement là-dessus, c'est-à-dire de les aider à voir que même s'il y a une pathologie, même s'il y a une désorientation, parce que c'est souvent ça qui va coincer, on peut continuer à accompagner. Et que souvent les aidants vont me dire mais je n'ai plus de communication avec mon proche, je n'ai plus de communication parce que la personne est complètement désorientée. Et tout mon travail, c'est de les aider à pouvoir mieux comprendre le type de désorientation, et que malgré ça, on peut continuer à accompagner, on peut continuer à communiquer, mais différemment. Qu'est-ce que vous appelez désorientation ? Alors, la désorientation, c'est très vaste. Souvent, les familles, les proches, mais parfois même des soignants vont me dire la personne est démente. Alors, ce terme dément, c'est pas que je le rejette, mais ce n'est pas juste. La démence, c'est un ensemble de maladies. Quand quelqu'un a une démence, ça veut dire qu'il a une détérioration neuronale pathologique. Ça veut dire que au niveau des neurones, il y a des connexions qui ne se font plus. Et selon les neurones, on va pouvoir définir des maladies. Donc, dans la démence, il y a tout un tas de maladies. Il y a la plus connue, la maladie d'Alzheimer, mais il y a la maladie à corps de Lévy, la démence frontale, la maladie de Pick, la maladie de Creutzfeldt-Jakob, il y a la démence vasculaire cérébrale, et puis, selon la définition qu'on va mettre à la démence, on peut y mettre la maladie de Parkinson.
Tout le truc, c'est de pouvoir mieux comprendre à chaque fois quel type de désorientation on peut avoir. Alors, est-ce que vous voulez, Emmanuel, que je vous parle de la plus connue, c'est la maladie d'Alzheimer. Comme ça, le public va peut-être mieux comprendre de quoi on parle. Volontiers. La maladie d'Alzheimer, je vais essayer de le faire de manière très simple, c'est une désorientation au niveau du temps et au niveau de l'espace. Et à partir de maintenant, je ne vais pas vous parler selon les bouquins, je vais me permettre de vous en parler selon ce que les personnes âgées que j'accompagne depuis plus de 25 ans m'ont fait comprendre. La maladie d'Alzheimer, c'est une désorientation, comme je disais, dans le temps et dans l'espace. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Dans le temps, il faut qu'on comprenne que le temps, c'est un espace. C'est-à-dire que dans le temps, il y a le passé, le présent et puis le futur. Et qu'on apprend à chronologiser toute notre vie, on apprend à mettre dans l'ordre les événements. Donc, c'est quelque chose qui s'apprend et on s'aperçoit que selon les cultures, on n'a pas la même notion du temps et de l'espace. Mais du coup, on apprend à chronologiser, on apprend à mettre les choses dans le bon ordre. Et quand on se rappelle d'un souvenir, on est capable de le mettre au bon moment, avant un autre souvenir et après un autre souvenir. Dans la maladie d'Alzheimer, cet espace-temps, il a tendance à s'écraser. Et donc, ça veut dire que la personne, à un moment donné, c'est pas d'un seul coup, ça se fait petit à petit, à un moment donné, va recentrer tout son temps sur le temps présent. Il va tout vivre au temps présent. Ça ne veut pas dire qu'il a oublié le passé, mais il ne le met plus dans le passé. Je vais vous donner un exemple. J'avais une dame qui me dit, à l'époque j'étais très jeune, elle me dit « Oh, jeune homme, ça tombe bien que vous veniez me voir ». C'était une dame qui avait 95 ans. Et elle me dit « Oh, est-ce que vous accepteriez de prendre un taxi, je vous le paye, d'aller à la gare et d'aller chercher ma mère qui arrive de Cannes par le train, et maman a 73 ans, et elle, je vous rappelle, elle a 95 ans. Et ça me fait très peur parce que j'ai peur que maman, en descendant du train, loupe la marche et se tue en tombant. Parce que figurez-vous que maman est morte comme ça. Elle est descendue du train, elle est tombée la tête la première et elle est morte. Et là, du coup, si vous pouviez être présent pour éviter qu'elle tombe, ça m'arrangerait. Et là, elle nous fait comprendre combien elle n'est pas folle. C'est simplement que cette capacité de pouvoir mettre sa maman morte dans le passé, elle la remet dans le présent. Et que la question qu'on doit se poser, nous, c'est pas de se dire, oh là là, elle est désorientée. C'est de se dire, mais pourquoi elle a besoin de, tout d'un coup, de faire revivre sa maman? C'est là où ça va être intéressant. Alors, je suis désorienté dans le temps, ça veut dire que tout ce qui a pu se passer, alors souvent dans la maladie d'Alzheimer, ça vient toucher surtout, au début en tout cas, la mémoire immédiate. Donc, je vous pose une question, vous me répondez, et puis 2 minutes après, je vous repose la même question. Parce que ça ne peut plus s'inscrire en moi. Et puis, le repère dans l'espace, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que tout ce qui m'environne, j'arrive plus très bien à le définir. Alors, il faut qu'on comprenne mieux. Je vais rentrer un tout petit peu plus dans ce qu'ils me font comprendre. Il faut qu'on imagine notre cerveau comme une très très grande pièce avec plein de tiroirs. Et toute notre vie, nous enregistrons des informations. Nous nous faisons une représentation de l'extérieur à l'intérieur. On se fait ce qu'on appelle dans le jargon psychanalytique la représentation, c'est le double interne d'une image externe. Donc, on va prendre l'image du petit enfant. Tout d'un coup, il découvre, par exemple, des lunettes. Puis il dit, c'est quoi ça? Alors les parents lui disent, ça, ce sont des lunettes. Ah, c'est des lunettes. Alors on lui dit, non, c'est des lunettes. Ah, lunettes. Et automatiquement, le petit enfant se fait une représentation et du mot et de l'objet. Donc il se fait un double dans sa petite tête. Ça veut dire qu'il va ouvrir un tiroir, on va symboliser ça comme ça, il écrit une petite fiche, lunettes, et il met l'image. Et 10 minutes après, moi je lui demande, est-ce que tu peux me passer mes lunettes? Et l'enfant, tout fier, va tout de suite aller chercher les lunettes et va me les donner. Parce que c'est enregistré, c'est-à-dire que dans son cerveau, immédiatement, il a reçu ma petite fiche à moi, lunettes, il la regarde, il l'entend, et là tout de suite, il se dirige vers le bon tiroir, hop, il ouvre, il sort sa petite fiche, il dit c'est bien ça, il referme, et il va me chercher les lunettes. Et ça se fait à toute vitesse. Dans la maladie d'Alzheimer,
On a eu tendance à penser, et c'est là où les personnes âgées me l'ont fait comprendre à tous les coups, on a pensé que les tiroirs étaient brûlés, qu'il n'y avait plus rien, que la personne ne se souvenait de rien. En fait, c'est pas du tout ça. La personne, elle reçoit ma petite fiche lunettes. Elle se dirige vers le tiroir qui devrait lui donner l'information. Et quand elle veut ouvrir le tiroir, c'est pas que le tiroir est vide, c'est que le tiroir est bloqué et que j'arrive plus à l'ouvrir. Et quand je pose une question, qu'on me répond, je ne peux plus ouvrir le tiroir pour mettre la réponse et la garder au creux de moi. Pareil, elle disparaît. Donc 10 minutes après, je la répète. Et quand on me demande une information, moi je sais que je sais, mais j'y ai plus accès. Et c'est là où c'est l'horreur pour ces personnes, c'est qu'elles sont conscientes jusqu'au bout du bout qu'elles savent. Et on pourrait se dire, mais si c'est ça, donc c'est foutu. Et en fait, tout le travail, c'est de voir avec la personne comment on peut accéder à ces tiroirs autrement qu'en leur tirant dessus, c'est-à-dire autrement qu'en travaillant sur le cérébral pur, puisque la maladie vient toucher sur le cérébral. Et est-ce qu'il y a moyen de faire autrement? Oui, et c'est pour ça que je rencontre les personnes âgées, c'est pour ça que je rencontre les aidants. C'est-à-dire à leur dire que l'être humain, c'est une merveille des merveilles. Et le rôle des autres, le rôle que nous avons entre êtres humains, c'est de nous révéler les uns aux autres qu'on est des merveilles des merveilles. Et c'est ça qui nous fait grandir. Quand on est plus grand, on a acquis, on a intégré en nous quand même pas mal de choses. On a intégré en nous de l'amour, mais on est des blessés d'amour à chaque fois. Et mon métier, c'est de dire, ben, dis-moi où tu as été blessé, que tu puisses te révéler à toi-même que tu es une merveille des merveilles et que tu peux grandir. Et chez les personnes désorientées, ben, c'est de leur dire, mais tu es toujours là, mais autrement. Et c'est cet autrement qu'il faut aller découvrir. Et c'est là où je crois que nous avons deux formes d'intelligence. On a l'intelligence cérébrale, celle qui nous permet de faire des calculs, de penser, d'aller chercher, d'ouvrir nos tiroirs, d'aller chercher des informations, d'aller faire tout un tas de trucs et d'être hyper performant, aussi bien intellectuellement que manuellement. Et il y a une deuxième forme d'intelligence qui est là, c'est l'intelligence du cœur. On a une intelligence du cœur. Alors on pourrait appeler ça la boîte à émotions, on pourrait appeler ça autrement. Et c'est là où ça va être intéressant. Quand je reprends l'image de cette dame qui voulait que j'aille chercher sa maman à la gare, on pourrait la reprendre en disant mais madame, c'est pas possible parce que vous avez 95 ans, vous me parlez de votre maman de 73 ans, puis vous me dites qu'elle est morte, puis que maintenant elle est vivante, mais il y a un truc qui va pas chez vous, madame. Mais on s'en fiche de ça. C'est pas ça. Il faut qu'on aille au-delà de ça. Pourquoi tout d'un coup elle a besoin, ce que je vous disais tout à l'heure, pourquoi elle a besoin de parler de sa maman? Qu'est-ce qui se passe? Et que peut-être que, quand on a besoin de faire revenir sa maman, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui va pas, qu'elle a peut-être besoin d'exprimer, elle se sent peut-être en danger ou quelque chose comme ça et de voir avec elle tranquillement les choses. Et que dès qu'on est dans cette communication d'intelligence de cœur à intelligence de cœur, mais à ce moment-là, il y a des choses fabuleuses qui se passent. J'ai un jour une dame, j'ai eu cette chance de l'accompagner de bout en bout de sa maladie. Et les dernières années de sa maladie, elle ne parlait plus, elle ne bougeait plus, elle ne réagissait à rien. Mais elle était là, j'en étais sûr. Et un jour, je viens la voir et puis j'étais perturbé parce que j'avais une très bonne amie qui venait d'avoir une hémorragie cérébrale et qui en gardait des séquelles assez importantes. Donc j'étais préoccupé dans ma tête. Je viens la voir, voilà, je passe un petit temps avec elle, puis à un moment donné, j'étais pas avec elle. Et je lui en fais part. Je lui dis, je vous demande pardon, je suis pas avec vous. J'ai appris qu'une de mes amies, nanana, je lui raconte. Et comme je suis très ému, je suis un peu sensible comme garçon, j'ai le visage, enfin j'ai mon regard qui se penche un peu, puis j'étais un peu ému. Et quand je relève les yeux, elle me regardait avec une intensité et des larmes coulaient sur son visage. Elle était pleinement avec moi. Et c'est là où la communication, elle est toujours là, mais autrement. Alors c'est beaucoup plus facile pour moi d'en parler parce que c'est pas ma mère, c'est pas une amie, c'est pas une proche. Et c'est là où je me suis dit, mais pour les proches, c'est extrêmement difficile parce que quand c'est son mari, quand c'est sa femme, quand c'est sa mère ou son père, mais c'est très très dur de voir celui qu'on a aimé,
celui qu'on a mis en nous avec tout plein de représentations, tout d'un coup, par la maladie, se transforme et on ne le reconnaît plus. Et en fait, c'est de leur dire, oui, le repère qu'on pouvait avoir de nos parents change, bien évidemment. Le repère qu'on pouvait avoir de mon mari, de ma femme, évolue, mais totalement. Mais ça reste la même personne. C'est la même, mais autrement. Quand c'est mon père ou ma mère, toute la difficulté, c'est de ne plus être l'enfant de mes parents, mais de rester pleinement le fils ou la fille adulte de mes parents. Donc c'est toute une représentation qui va se faire, qui est différente. Et que la communication va pouvoir se faire, mais autrement. Mais c'est très désorientant quand on a quelqu'un qui va avoir des gestes qu'on ne comprend pas. C'est tout d'un coup accepter de ne plus recevoir ce que l'autre pouvait nous donner spontanément. Je me souviens d'une épouse qui me dit, mais mon mari, il faisait extrêmement attention à moi, il était toujours très prévenant. Là, maintenant, j'amène un plat, je vais chercher dans la cuisine du pain, je reviens, le plat est fini, il a tout mangé. Il m'a rien laissé. Et en fait, c'est de leur dire, il n'a pas eu l'intention de tout manger sans rien vous laisser, c'est que c'est tellement désorientant, il a un plat devant lui, il le mange. Et si vous lui donniez 3 kilos, il le mangerait. Et ces aidants qui viennent vous voir, sur quoi portent leurs interrogations? Est-ce qu'elles portent plutôt sur eux et leurs difficultés ou, comme vous l'évoquiez, sur la manière de reconstruire ce lien avec leurs proches aidés? C'est sur les deux. J'ai du mal à comprendre, j'ai du mal à supporter, je suis épuisé, je n'en peux plus parce que c'est une surveillance de tous les instants. Donc c'est ça qui est extrêmement difficile et que souvent, on se dit, «Mais attends, moi je suis, c'est mon conjoint, c'est ma conjointe, c'est mon amoureuse, mon amoureux, mon rôle c'est de m'en occuper» et donc les gens se taisent, disent rien et font jusqu'à un moment donné où ils sont complètement lessivés, épuisés, ils en peuvent plus. Et en quoi la psychologie peut-elle les aider? C'est de pouvoir, en parler, de pouvoir dire tout ce qui est difficile et puis moi vraiment de les écouter, vraiment de reconnaître avec eux qu'ils souffrent, que c'est difficile. La pire torture qu'on puisse faire vivre à quelqu'un, c'est de ne pas reconnaître ses souffrances. C'est une première chose et puis de voir avec eux comment on peut, vivre mieux les choses. Alors déjà de comprendre le sens que ça peut donner et puis aussi, surtout, c'est de se dire: «Comment on peut se faire aider?» Il y a des organismes qui vont proposer des auxiliaires de vie, c'est de demander à ce moment-là à ce qu'une infirmière vienne pour s'occuper des médicaments parce qu'il y aura peut-être un peu plus de facilité à le prendre avec une infirmière qu'avec sa femme ou avec son mari. C'est de proposer des accueils de jour, c'est de enfin, il y a plein de choses de possibles. Donc tout le rôle, c'est de les aider à déjà à mieux comprendre et à continuer à ce que chacun garde sa place. Il reste votre mari, il reste votre père, il reste votre et souvent je vois des enfants, des fils, ou c'est souvent des filles, qui vont aller au domicile des parents, qui vont faire la toilette aux parents. Et je leur dis: «Vous savez, c'est pas votre rôle». «Ah mais si, ma mère m'a lavé quand j'étais petite, c'est à mon tour». Et je dis: «Non, c'est pas à votre tour. C'est le rôle des parents d'élever les enfants. C'est pas forcément aux enfants de faire ça. Vous pouvez faire appel à des professionnels et notamment pour la toilette et la toilette intime, vous pouvez très bien faire appel à quelqu'un de professionnel. Ce sera beaucoup plus facile pour vous et pour votre maman. Et surtout, ça vous permettra de garder votre rôle et votre place. Parce que très vite, on ne sait plus très bien qui est qui là-dedans. En vous écoutant, il me semble qu'on aborde ici un point essentiel qui est cette culpabilité que parfois les aidants peuvent ressentir à confier à d'autres le soin de s'occuper de leurs proches. Et cette culpabilité, il faut pouvoir la lever. Exactement. Et c'est là, et il faut la lever, c'est-à-dire de dire, mais c'est normal que vous puissiez pas. On admet volontiers que quand notre enfant a mal aux dents, le papa et la maman vont pas dire: «Attends, bouge pas, je m'en occupe». Tout de suite, on va faire appel à un médecin. Eh bien, quand quelqu'un est désorienté, on peut faire appel à l'extérieur et il y a des gens pour ça, qui vont pouvoir faire ça et c'est bien parce qu'ils sont pas en lien affectif avec l'autre qu'ils vont pouvoir faire des gestes qui, pour nous, nous coûtent et qui coûtent pour la personne. Je suis pas sûr qu'une belle-mère soit très ravie que sa belle-fille lui fasse sa toilette. Donc, c'est là où on a le droit de se faire aider et de mieux comprendre. Dans mon rôle, moi, tout petit, très humble de psychologue, c'est vraiment
d'aider les gens à retrouver leur place et surtout à mieux comprendre, à continuer, envers et contre tout, à communiquer avec leurs proches. Est-ce que le rôle des aidants a évolué ces dernières années? Aujourd'hui, c'est plus compliqué dans le sens où tout le monde travaille, donc pour les gens qui vont s'en occuper, parfois, mais ils se sacrifient. Certains vont même arrêter de travailler. C'est là où il faut accompagner parce que c'est en même temps, gérer, sa vie personnelle. Et est-ce que cette évolution a influencé votre pratique? C'est d'intervenir, d'organiser en fait les groupes d'aide aux aidants et c'est assez récent. Le premier moi que j'ai animé, mais ça n'existait pas avant, hein, c'est il y a une bonne quinzaine d'années, peut-être un peu plus d'ailleurs, où on avait mis ça en place, à Clamart. Et du coup, on permet de plus en plus la possibilité à ces gens d'être vus effectivement par des psychologues pour mieux comprendre. On va travailler là-dessus. Lorsque j'ai démarré, moi, au tout début de ma vie professionnelle, j'ai démarré en maison de retraite et le premier poste que j'ai eu, c'était les premiers psys qui rentraient, dans les maisons de retraite. Et à l'époque, on avait, alors combien de temps j'avais? Je devais avoir une journée et demie par semaine pour m'occuper du personnel soignant, des familles et des résidents. Et puis, petit à petit, ça s'est étoffé. Petit à petit, il y a des groupes d'aide aux aidants qui se sont créés. Et puis, de plus en plus, il y a des psychologues qui se déplacent à domicile. Est-ce que pour finir, vous diriez que tout ce qui se passe autour de la situation des aidants, le fait que l'on en parle de plus en plus, que de nouvelles solutions émergent aussi pour les accompagner, permet d'être optimiste? Oui et non. Il y a beaucoup de choses qui se font, ça c'est évident. Il y a plein de trucs qui se sont créés, mais il y a encore tout un regard qui doit changer. Le regard de la personne désorientée, mais je vais très large, le regard de la personne handicapée, le regard de la personne, différente. Or, en fait, il faut qu'on arrête d'être dans ces regards-là. Nous sommes tous différents et c'est bien parce qu'on est différents qu'on n'a qu'une envie, c'est d'aller se rencontrer. Donc, c'est là où il y a un travail à faire et je dirais qu'avec le covid qui s'est pointé là depuis 1 an, ça a chamboulé les choses et que les gens ont eu un besoin pas possible de rencontrer. Donc, cette histoire de covid, ça nous a obligés, nous, les professionnels, à nous bouger, c'est-à-dire à nous adapter aussi à ça et du coup, à être beaucoup plus proches des autres, à aller à réfléchir à comment, encore et toujours, malgré tout, rencontrer l'autre. Alors on peut plus aller au domicile? On va regarder par Zoom. Combien j'ai de patients qui peuvent pas venir à mon cabinet? On fait ça par Skype, par Zoom, par Teams, par Discord, par tout ce qu'on voudra, pour continuer envers et contre tout. À chaque instant, un podcast produit par AG2R La Mondiale.